L'honneur, l'honneur, l'honneur. L'honneur est très important. L'honneur. L'honneur, malheureusement, que beaucoup de personnes n'ont plus aujourd'hui, c'est indigne. L'honneur, l'homme vit de l'honneur. Pas seulement du pain. Absolument pas. Malheureusement, quand on vit du pain seulement, on n'a pas d'honneur. Et encore moins de dignité. C'est dans ce genre de situation où vous voyez des gens sont forcés à connaître leur mère. Ouais. Pour un bol de riz, malheureusement, faute d'honneur, beaucoup le font. Parce qu'il y a eu fusil sur la tête. Incroyable. Injustifiable. Le Niger, aujourd'hui, va nationaliser une mine d'uranium exploitée par une entreprise liée à l'État français. Félicitations à toi. Alors, au Niger, nous sommes au Niger. Le Niger prévoit de nationaliser une mine d'uranium exploitée par la société nucléaire française Orano dans le cadre de son changement d'orientation stratégique vers un autre partenaire et d'autres partenaires internationaux. Donc, c'est très inspirant de voir le Niger se tourner vers cette direction. Vous savez, quand les choses sont dures, c'est pas le moment de rentrer en arrière. C'est souvent quand les choses sont dures qu'il faut persister. C'est souvent quand les choses sont dures qu'il faut percer, qu'il faut avancer, qu'il faut continuer. C'est souvent quand les choses sont dures que la vérité éclate. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Le Niger accusait cette entreprise d'exploiter 88% de l'agrément qu'ils avaient. En effet, le gouvernement nigérien accuse Orano d'avoir extrait une part injuste des bénéfices, affirmant que l'entreprise a pris 86,3% de la production depuis 1971. 1971, les amis, jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise est censée exploiter 63% seulement, selon le contrat. Mais depuis 1971, l'entreprise française exploite 86% de la production sans autorisation. Et en plus de cela, évidemment, rajoutant les arriérés des taxes et tout le bazar, le Niger a trouvé cela comme un élément valide pour invalider la présence de cette entreprise et nationaliser l'entreprise. Alors, la nationalisation en vue est comme une affirmation de souveraineté sur les ressources dans le sillage d'une tendance régionale en Afrique de l'Ouest visant à reprendre contrôle des actifs miniers détenus par les entreprises étrangères. Alors, Sommer, depuis très longtemps, exploite beaucoup d'uranium du Niger, jusqu'à 2500 tonnes d'uranium par an. C'est énorme. Par contexte, le Niger a été colonisé par la France. À l'instar de la Grande-Bretagne et les autres, ils ont pris beaucoup de terres. Ces terres-là sont les terres françaises, colonisées par les Français. Les terres que vous voyez ici sont les terres colonisées par les Anglais. Venus en 1884, ils ont exploité, ils ont battu, ils ont paupérisé, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Et depuis lors, en signant leur contrat de sortie, ce qu'on a appelé incroyablement indépendance, ce n'était pas vraiment l'indépendance. L'objectif était très simple. On va vous accorder l'indépendance tout en vous contrôlant. Les Français, pendant leur sortie, ont imposé leur monnaie aux nations africaines, inclus le Niger. Et aussi, ils ont présenté un contexte selon lequel ils devraient rester de manière économique, politique et financière dans les pays africains. Un exemple très simple. La France, à travers ses entreprises, achetait l'uranium nigérien à 0,80 $ le kilogramme, pendant qu'ils achetaient le même uranium de la même qualité chez les Canadiens à 200 $ le kilogramme. Pour les pauvres noirs, les pauvres nigériens à 0,80 $ le kilogramme. Et pour les Canadiens, qui sont évidemment égales, d'après eux, à 200 $. Mais à l'arrivée de ce président ici, Général Tiani, tout ça a changé. Immédiatement, il fallait changer ça. Il fallait revoir tout ce qu'il y avait comme contrat. Et c'était inacceptable, ce qu'on a retrouvé. La France exploitait tellement l'uranium nigérien, ils en faisaient de l'électricité et en revendaient dans plusieurs pays européens. Pendant ce temps, beaucoup de Nigériens dormaient dans le noir. Et le Niger avait besoin d'importer le courant venant du Nigeria. Ah oui, évidemment, le Nigeria était devenu exportateur de courant vers le Niger, pendant que le Niger est l'un des plus grands producteurs d'uranium dans le monde. Alors, avant de continuer, je pense qu'il est important de notifier des choses très intéressantes que l'on remarque. Depuis l'arrivée du général Tiani, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au Niger. Il y a eu une situation, les Chinois ont manqué de respect à plusieurs Nigérians en discriminant totalement dans un hôtel. Il y avait un hôtel nigérien, en effet un hôtel chinois au Niger, géré par des Chinois. L'hôtel recevait pour la plupart des cas des visiteurs étrangers, des Blancs et aussi des Chinois. Mais il y avait une ségrégation, une discrimination froide, où on n'acceptait pas seulement des clients noirs, et ensuite, on n'embauchait pas, sur le plan managériel, des noirs du tout. C'était inacceptable. Imaginez dans votre pays, c'est chez vous à la maison, mais vous n'avez pas le droit d'aller passer une nuit dans un hôtel qui appartient aux Chinois. Quel manque de respect. Y a-t-il une possibilité ou même une idée selon laquelle un pays africain oserait ouvrir un hôtel ou une institution en Chine où les Chinois ne seraient pas autorisés? Ce serait inacceptable. C'est exactement ce que les Chinois ont essayé de faire au Niger. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement s'en est aperçu. On a forcé cette entreprise de fermer. On a aussi obligé à tous les Chinois qui y allaient de partir désormais se coucher dans les hôtels nigériens. Voilà comment on respecte la population. C'est ça le respect qu'on accorde à sa population, à son peuple. Contrairement à beaucoup de pays africains où vous voyez généralement,
l'étranger a plus de valeur, détient plus d'opportunités, de culot qu'on a l'enfant du pays ou le citoyen local. Il y a dans beaucoup de pays africains ici, y compris francophones surtout, où vous ne pouvez jamais avoir un problème avec un Libanais ou un Pakistanais ou un Chinois. Vous irez en tôle immédiatement. Pourquoi? Parce qu'ils ont généralement le soutien d'un certain général, d'un gouverneur quelque part. Et quoi qu'il en soit, peu importe la situation où vous vous trouvez, que vous soyez à raison ou à tort, c'est vous qui partez en tôle. Et ça, c'est une façon de rappeler au monde. Ça, c'est le Niger. Ce n'est pas Bangkok ou Shantung ou Shungwai. Deuxièmement, il y a eu une situation où l'entreprise de pétrole nigérienne qui exploite, regardez, ce pipeline qui est censé passer à travers le Bénin. Cette entreprise était en train de travailler en collaboration avec les Chinois, évidemment, dans ce joint venture. Et on a remarqué que les positions managérielles n'étaient qu'occupées par des Chinois, exclusivement. Alors qu'est-ce que le gouvernement a dit? C'est inacceptable. Ceux qui sont là depuis plus de 4 mois, les Chinois en tout cas, doivent rentrer en Chine pour accorder de l'opportunité aux Nigériens. C'est ça le respect qu'on accorde à son peuple. Mais il y a beaucoup d'endroits ici, vous verrez, les travailleurs, tous travaux sont des locaux. C'est à la tête là-bas, vous voyez des Chinois. C'est comme si on lance un message subtil mais clair aux étrangers que ceux de chez nous, vous ne pouvez pas le respecter, on s'en fout. Même nous, on s'en fout. Et on ne peut pas vous respecter à ce niveau. Et je pense que c'est important de notifier ces histoires. Le Niger a accusé ces entreprises de ne pas payer les taxes en accord avec les accords signés. Donc, vous êtes venus chez nous. Vous êtes censé payer les taxes selon les accords. Vous ne le faites pas. Vous bénéficiez beaucoup trop depuis 1971. Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 50 ans. Ok? Ça fait plus de 50 ans que vous bénéficiez injustement. Ça ne peut plus continuer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'Orano risque de faire dans ce cas? Orano pourrait porter l'affaire devant des tribunaux internationaux d'arbitrage en s'appuyant sur des mécanismes juridiques prévus pour régler les différends entre investisseurs étrangers et États hôtes. Le Niger compte nationaliser ces entreprises, c'est-à-dire en nationalisant, on apportera plus de bénéfices ou 100% des bénéfices à l'État. Cela permettra à l'État d'avoir assez de sous, assez d'argent pour renflouer les infrastructures, pour améliorer les conditions, pour créer des hôpitaux, des routes et tout le bazar. Avoir un salaire pour embaucher la jeunesse et tout le bazar. Simplement, le problème qu'on peut avoir ici quelquefois, c'est que les entreprises peuvent porter plainte contre un État. Ah oui, je sais beaucoup de personnes se disent mais c'est mon argent, c'est mon uranium. Oui, mais vous avez signé un contrat. Et généralement, quand un contrat est signé, il est mu par une base juridique, une base légale, c'est-à-dire une institution qui serait l'arbitre en cas de difficulté entre les deux parties. Et ici, dans ce cas, qu'est-ce qui risque d'arriver? L'entreprise française pourrait se rendre au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, la CIRDI, managée par la Banque mondiale. Évidemment, la Banque mondiale joue un rôle très important dans les transactions mondiales. Si la Banque mondiale a de cotes négatives à votre égard, vous n'irez pas très loin. Alors, tout le monde respecte la Banque mondiale. Cette entreprise risque de porter plainte contre le Niger. Est-ce quelque chose sur lequel il faut s'inquiéter? Oui, absolument. Pourquoi? Regardons similairement en Afrique. Randgold contre Mali, de 2008 à 2015. C'était dans le secteur de mine d'or. Le Mali avait tenté d'imposer de nouvelles taxes violant les clauses de stabilité fiscale aux contrats miniers. Le Mali voulait augmenter les taxes avec cette entreprise Randgold. Et comme ce n'était pas écrit dans les contrats initiaux, Randgold a emmené le Mali en justice. Et cette justice internationale a jugé que le Mali devrait rembourser. Randgold a saisi la CIRD. L'affaire a été réglée après que le Mali a accepté de retirer les taxes et de payer plusieurs millions en compensation à cette entreprise. Donc dans ce cas-là, le Mali a perdu. Parce qu'on a emmené le Mali en justice, le Mali a été obligé de payer. Il y a aussi un autre cas en Namibie, par exemple. Le cas impliquait Uramine, qui a déjà été racheté par Areva aujourd'hui, Orano. Oui, Orano encore une fois. Contre la Namibie, qu'est-ce qui s'était passé? Uramine, à l'époque, possédait des actifs en Namibie. Dans un projet très intéressant, après la catastrophe de Fukushima en 2011, le marché de l'uranium s'est effondré. Le gouvernement namibien a retardé et refusé les licences d'exportation, suscitant des accusations de mauvaise gestion et d'ingérence politique. Alors, la Namibie pensait vouloir assumer ses arrières, mais qu'est-ce qui s'était passé? Le résultat, malheureusement, Areva a envisagé des actions juridiques internes et internationales, mais l'affaire a été réglée discrètement dans le cadre de restructuration entre les deux parties. Donc, les entreprises peuvent mener un pays en justice et le pays paye. Mais il y a aussi le cas contraire qui arrive. Par exemple, entre Acacia Mining, Barrick Gold et la Tanzanie. Encore une fois, Barrick Gold et la Tanzanie. Ils ont eu des difficultés de 2017 à 2019. La Tanzanie avait accusé Acacia Mining. Dans ce cas, c'était la Tanzanie qui accusait Barrick Gold d'évasion fiscale et a interdit l'exportation de concentré d'or. Acacia a engagé des poursuites internationales. Les résultats, sous pression, Barrick a été obligé de négocier directement avec le gouvernement tanzanien et a accepté de payer 300 millions de dollars et de créer une entreprise, une co-entreprise avec la Tanzanie ayant 50%. Donc,
Ces institutions sont là pour protéger pas seulement les pays, mais aussi les entreprises. Dans ce cas, pourquoi on en parle? On en parle parce que cette entreprise Orano pourrait aussi emmener le Niger au tribunal. Okay? C'est une possibilité. Mais le Niger doit être prêt par rapport à ça. Donc c'est ça. Encore une fois, on parlait d'honneur, on parlait de dignité. Je pense que c'est très important. Il faut avoir l'honneur. Il faut avoir de l'honneur en tant qu'homme, en tant qu'humain. L'honneur est très important. Un être humain ne peut pas vivre comme un chien. Okay? Quelqu'un disait, vaut mieux vivre un jour comme un lion que d'en vivre 30 ou 30 ans comme un mouton. Malheureusement, beaucoup de personnes préfèrent vivre comme des moutons pourvu qu'ils aient la vie. Et c'est choquant. J'ai entendu une fois un jeune dire, vaut mieux un héros mort qu'un chien vivant. C'est désolant. God bless.